Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bon été. Cette semaine, je vous emmène encore une fois dans un programme purement technique, non pas philosophique comme Rangeki, mais plutôt physiologique, puisque lorsqu'un corps est sollicité, lorsqu'il est attaqué, eh bien, il va automatiquement réagir à travers 4 phases purement physiologiques. Il est important de les connaître, de les définir, de les comprendre pour pouvoir les améliorer et les corriger à travers son évolution, que ce soit inter-Q lorsque l'on est Mudansha ou inter-Dan lorsque l'on est Yudansha. On voit ça ensemble, c'est parti. Bon les amis, il n'y a pas très longtemps de cela, il y a quelques semaines, je faisais un tuto sur le manque cruel de pratiques analytiques en Occident, alors que c'est quand même quelque chose d'assez sophistiqué, on va dire, et présent au Japon. On a parlé aussi, il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, de l'évolution des programmes, que ce soit lorsque l'on est Mudansha ou lorsque l'on est Yudansha, lorsque l'on passe des ceintures de couleur ou des Dan, et on a vu que Rangeki, par exemple, pouvait proposer énormément de réponses, de solutions et d'informations sur les programmes à suivre et son évolution lorsque l'on est pratiquant. Et bien aujourd'hui, on va mélanger un petit peu tout ça, parce que les 4 phases du corps humain, lorsque l'on est sollicité, surtout comme là en l'occurrence d'un point de vue martial pour ce qui nous concerne, eh bien, vont permettre une étude et une élaboration très précise pour le coup des programmes lorsque l'on débute, lorsque l'on est intermédiaire et lorsque l'on est confirmé. Et ça va vraiment être un point très important parce que ça va permettre de définir les points faibles, les points à corriger, les points à améliorer pour pouvoir être plus performant dans sa pratique. Donc, ces 4 phases du corps humain, on va déjà les schématiser très vulgairement pour que tout le monde puisse comprendre. On a déjà la phase qu'on va appeler la phase réceptive. C'est la phase, le stimuli. Ça peut être un stimuli sonore, visuel, sensoriel. Et ce stimuli va enchaîner automatiquement une phase d'analyse. Ce qu'on appelle l'analyse montante, comprendre ce qui se passe. Une fois que l'on a reçu le signal, le comprendre pour pouvoir ensuite avoir une phase cognitive, donc une analyse descendante, pouvoir puiser dans ses ressources pour trouver une solution, une réponse. Et comme on est quand même dans le monde des arts martiaux, avoir ensuite une phase purement physique de réaction pour pouvoir réagir le plus vite possible. Donc ce sont 4 phases complémentaires. Parfois, quand on n'arrive pas à faire un exercice, c'est pas forcément que l'on n'y arrive pas, c'est peut-être qu'il y a une de ces 4 phases qui est à travailler plus qu'une autre. Et c'est ça qui est important, surtout lorsque l'on prépare des grades, des compétitions ou lorsque l'on est assez exigeant dans sa pratique pour essayer de comprendre où ça pêche et comment corriger. On a vu aussi, notamment il y a quelques étés, en pédagogie corrective, lorsque l'on est formateur, lorsque l'on est instructeur, c'est quand même la clé. Si on veut progresser, si l'on veut s'améliorer dans sa discipline, il faut savoir où sont les erreurs pour pouvoir les corriger. Lorsque personne ne nous corrige, c'est compliqué de pouvoir évoluer correctement. Donc, on doit automatiquement passer par une phase où on va montrer et démontrer sa pratique devant quelqu'un. Si c'est pas devant son professeur parce qu'il vous corrige pas, devant d'autres pratiquants, devant d'autres copains. Voilà, dis-moi ce que tu penses de ce que j'ai conceptualisé en bunkai, de mon travail de travail par de Gyakusoku, dans mon kata. Donne-moi ton avis. Allez chercher l'avis des autres. C'est très constructif, on a vu ça aussi il y a quelques étés, lorsqu'on parlait du syndrome de l'imposteur qui, on va dire, découlait notamment du rêve de l'artiste, où finalement on préfère rester sur son petit piédestal à soi, sur son image, ne pas l'écorner en travaillant dans sa bulle, ne pas montrer ce qu'on fait pour éviter d'avoir des critiques. En fait, si on montre, la critique va nous aider à comprendre les erreurs, et donc petit à petit, si on a une pratique plutôt portée sur une pratique intelligente, on va essayer de corriger ces erreurs, les prendre en compte, en tout cas, les améliorer pour pouvoir ensuite progresser. Donc, aujourd'hui, ces 4 phases vont correspondre à ce principe de où tu en es dans ta pratique, quelles sont les phases à améliorer pour pouvoir ensuite progresser. Et donc, ça va forcément passer par l'analyse de soi, par cette espèce d'objectivité et le regard des autres. Donc ça, c'est un principe fondamental, mais ça, je le répéterai tout le temps. Donc, parlons donc de ces 4 principes. Si je voulais vulgariser vraiment ces 4 phases-là, si vous étiez en cours, vous prenez un petit cours d'élèves, par exemple d'enfants, et même de débutants, parce que les débutants, comme ils n'ont pas encore acquis toutes les choses, alors, on a ces 4 phases qui sont un peu plus rallongées, forcément. Vous leur montrez un mouvement, et vous faites un petit concours entre les enfants, vous dites voilà, je vous montre un mouvement, le premier qui me dit ce que c'est, voilà, qui me donne le nom en japonais du mouvement que je fais. Alors par exemple, hop, puis on va dire, alors, il regarde, donc la phase de réception visuelle, le stimulus, puis la phase d'analyse montante, c'est-à-dire
qu'est-ce qu'il a fait techniquement comme mouvement que j'ai déjà vu, et ah ok, je puise dans ma mémoire, ok, la réponse elle est là. Phase descendante, j'ai trouvé la réponse. Donc c'est ça qu'il va falloir que j'amène, même si ce n'est qu'une réaction orale. Et la phase physique, c'est comment je vais réussir à m'exprimer le plus rapidement possible, peut-être dans un bon vocabulaire japonais. Donc à ce moment-là, on a un petit peu ces 4 phases qui sont représentées. Ça permet de mettre un petit palier de départ, parce que de toute façon après, c'est comme on l'a vu il y a 15 jours avec l'Angeki, ces 4 phases-là, elles vont être quasiment en temps réel pour les ceintures noires, avec une attaque qui arrive pleine bourre très très rapidement, où il va falloir que moi j'arrive à la déceler très vite, à la comprendre, à la recevoir, à la comprendre, trouver la meilleure réponse, le meilleur angle, le meilleur blocage, le bras le plus adapté pour faire le plus de dégâts dans le timing le plus court possible avec la logique et le meilleur positionnement technique. Donc Hangeki va découler en fait de ces capacités analytiques et de ces performances de ces 4 phases d'analyse, en tout cas d'exécution. Donc reprenons la phase numéro 1, la phase de stimulus. C'est intéressant parce qu'en fait c'est une phase qui va aussi s'enraciner sur l'âge du pratiquant. On sait qu'autour de 24 ans, il y a un organisme, l'INSERM, qui fait des études spécifiques là-dessus. Eh bien, ils expliquent clairement, ils définissent que lorsque l'on a 24 ans, on est en pleine capacité on va dire de son corps, de son esprit, de son cerveau, de ses analyses. Si on a travaillé, si on a essayé de cultiver cette coordination, cet esprit d'analyse, on est normalement à son climax. Et puis, ça redescend petit à petit et le véritable déclin commence à partir de l'âge de 45 ans. Ce qui est très contre-productif puisque les hauts gradés, si on va commencer à avoir les exigences par exemple de l'Angeki, on voit que les exigences de l'Angeki, on va se rapprocher des Kodansha. Et les Kodansha, c'est le 5e dan. Donc, le 5e dan, on n'a pas 30 ans, vous voyez ce que je veux dire? Plus on va vouloir affiner ses capacités d'un point de vue martial, plus on doit être âgé. Et donc ça va en sens contraire de tous les organismes d'analyse, de sociologie et d'études du corps humain qui vous disent qu'en fait plus vous êtes âgé et plus il y a un véritable déclin cognitif. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir travailler pour rester au taquet. La sécurité routière fait beaucoup de tests comme ça sur les analyses rapides. Ils ont vu que par exemple la réactivité de quelqu'un de lambda c'est 0,7 secondes. D'accord, c'est 7 dixièmes de seconde, c'est presque une seconde entre le moment où on voit un obstacle sur la route et le moment où on ordonne à son pied de freiner. D'accord, donc stimulus, compréhension de ce qui se passe, donner l'ordre au pied de freiner et physiquement le faire, ça prend presque une seconde. Et les plus aguerris, ceux qui font des courses, les personnes qui sont vraiment dans le climax de leur âge, vont pouvoir compresser ça à 0,4, c'est-à-dire aller quasiment 2 fois plus vite, ce qui est quand même pas rien. Et on a vu d'ailleurs dans les championnats du monde, généralement, même pas que dans les arts martiaux, mais dans le sport de manière générale, que ça se joue souvent au millième de seconde, entre 2 personnes. La performance, c'est on va gagner un petit millième ici, un petit millième là, et puis petit à petit on va gagner un dixième, comme ça. Mais c'est un travail de longue haleine. Donc il y a beaucoup d'études qui vous montrent l'importance de travailler ça pour se rapprocher un peu plus des 0,4 secondes et un peu moins des 0,7 secondes, parce que bon, il y a 0,7, mais il y a peut-être même encore plus lent, bien évidemment, en fonction de l'âge, en fonction de la réactivité des gens. Donc ça se travaille. Donc ces stimulus, il y en a plusieurs. On a évidemment le signal auditif. Je dis à mes élèves une information. Par exemple, je suis en intermédiaire, ou voire je commence à m'approcher du premier dan. Si je fais une épreuve de Kyon, je vais donner le nom uniquement. Aujourd'hui, on va faire, vous mettez un Hidari Kamae, Zenkutsu Dachi, et vous avancez Jodansuki, Zenkutsu Dachi, Gakutsuki Chudan. Par exemple, ce genre de choses. Et puis, je vois comment ils interprètent l'action, comment ils la mémorisent, c'est-à-dire qu'il y a là l'écoute, la mémorisation, la compréhension du mouvement demandé, avant de passer au reste. Donc ça, c'est déjà la première information, c'est-à-dire comment ils vont décrypter cette information-là. Il y a le signal visuel. Donc le signal visuel, par exemple, si j'ai non plus des intermédiaires, mais plutôt des débutants, lorsque je fais un Kyon, je vais l'expliquer, mais je veux aussi le démontrer. Je vais aider ça, cette phase d'analyse, on va dire, montante, ces 2 premières phases, c'est-à-dire le stimulus et la phase d'analyse montante, je vais la simplifier pour ne juger que la phase descendante, c'est-à-dire comment ils arrivent à performer quelque chose. On l'explique aussi un petit peu en Hangeki. En Hangeki, si on commence vraiment par la toute base, on est en Yakusoku Kumite, en Nippon Kumite ou en Kyon Ippon Kumite, et surtout, en face, la personne, elle décrit bien ce qu'elle va faire.
elle est en garde, elle va pas changer de garde, elle va avancer Oitsuki Jodan, on sait ce qui va arriver, on est safe, donc on a toute cette première phase-là qui va être quasiment offerte pour pouvoir ensuite ne juger que la phase descendante, c'est-à-dire comment il va se positionner, bloquer, contre-attaquer, est-ce qu'il va être à distance, ce genre de choses en fonction de l'évolution des grades. Donc là, dans ces phases de stimulus, lorsque l'on a un signal donc auditif et puis petit à petit un signal visuel, moi à mes élèves, quand ils débutent, je leur montre le mouvement, comme ça visuellement ils voient, ils comprennent un petit peu mieux, donc cette phase-là elle est aidée. Je donne le nom en japonais, mais je donne aussi, on va dire, la structure du mouvement en français. Par exemple, on pense bien à décaler sa jambe si on était en Zenkutsu et qu'on va passer en Kokutsu. Sur un même bloc, on part par exemple à un Shuto Kokutsu, on redécale Zenkutsu pour faire un Gakutsuki, ce genre de choses. Voilà. Ils vont aussi avoir l'explication du mouvement pour simplifier l'analyse. Et donc, ils n'ont pas besoin de faire ce travail de compréhension. Il est offert aussi. Comme ça, c'est des choses que, au fil de l'évolution, au fil des cues, je retire. Je retire l'explication, puis je retire la traduction française, puis je retire le fait de moi faire le mouvement. Puis il ne reste plus que le mot japonais. Comme ça, petit à petit, on va aider à analyser. En fait, l'élève va pouvoir analyser un peu plus par lui-même. Et donc, ça va l'aider à se forger aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes au fil des cues. Donc, cette analyse visuelle, elle repose aussi sur la vision, donc, et sur les deux principes de vision. On l'a vu aussi dans certains tutos, on a la vision fovéale et la vision périphérique. La vision fovéale, c'est celle qui est analysée par le cerveau. C'est le point que vous fixez et le cerveau peut vous dire précisément ce que c'est. Par exemple, si quelqu'un est assez loin et qui vous fait, je sais pas moi, vous lui dites, voilà, mettez-moi des chiffres avec vos doigts, non seulement la vision fovéale va pouvoir vous dire combien de doigts est indiqué, mais aussi la couleur de la peau, la hauteur de la main, qui fait quoi, et ainsi de suite. Elle est très analytique. Par contre, cette vision fovéale, elle prend du temps. C'est-à-dire qu'en fovéale, on est entre 3 et 5 images analysées par seconde. Vous voyez, sur une vision moyenne, pas trop analysée, c'est-à-dire la très proche périphérie de la fovéale, on va être sur une vingtaine d'images par seconde. C'est pour ça que les films, eux, comportent 24 images par seconde pour que toute l'image puisse être comprise, en fait. Après, c'est de la fluidité, mais on n'a pas besoin de plus pour que le cerveau puisse comprendre l'action. Et autour, on a la vision périphérique. La vision périphérique, elle, peut monter jusqu'à une centaine, voire 120 images par seconde. Donc 5 fois plus que la vision fovéale classique. Donc il y a une vingtaine, 20-25 images par seconde. Donc on voit qu'on peut gagner déjà 5 fois plus de temps si on ne fixe pas son adversaire, par exemple, au niveau de ses poings, au niveau de ses pieds lorsqu'il va avancer. Fixer le point qui attaque, c'est perdre du temps. Regardez Tosa no Metsuke, on l'a vu aussi en tuto. Un peu devant soi, mais sans rien fixer, ça permet de faire le vide. Et faire le vide, ça permet de comprendre tout, parce que tout est en vision périphérique et on est donc plus à même à bouger plus rapidement, puisque l'information arrive 5 fois plus vite. Si elle arrive 5 fois plus vite, on peut la traiter beaucoup plus vite. Et donc, on peut avoir une réponse descendante, on peut gagner sur ce temps-là. Donc ça, sont des choses aussi, sur toute l'évolution de vos grades, qui peuvent être véritablement appliquées, travaillées au sein de votre club, en essayant de réduire petit à petit les informations et d'essayer de travailler sur, tiens, aujourd'hui, on m'attaque, mais tiens, mettez une pastille de couleur ici, et vous avez l'obligation de regarder ici, lorsque vous faites un petit randori souple, par exemple. Vous n'avez pas le droit de regarder l'adversaire dans les yeux. Vous n'avez pas le droit de regarder ses bras, ses pieds. Faites un exercice par deux, avec quelque chose de très classique. On va vous attaquer, par exemple, un mawashi, vous allez le bloquer, vous sortez à 45 degrés, vous devez contre-attaquer, et vous devez tout faire sans jamais quitter l'adversaire du regard. Vous ne devez pas regarder ses bras, vous ne devez pas regarder ses pieds. Vous allez voir que le corps va prendre une habitude de le faire tout seul, sans avoir besoin de se rassurer de où est-ce que moi je me suis. Moi, je ne regarde pas mon point qui est en train de frapper, je ne regarde pas la zone que je suis en train de frapper. Le corps doit le faire tout seul. Et donc, ça permet aussi de nourrir son Hangeki, qu'on a vu il y a 15 jours, sur le fait de viser les zones les plus destructrices sans regarder la zone la plus destructrice. Donc, ça permet aussi d'affiner un petit peu ces choses-là. Et puis, on a le stimulus sensoriel. Lorsque l'on a un contact qui est très utilisé en Goshin ou en self-défense, on vient attraper et je dois comprendre, sans regarder, si c'est la main droite, la main gauche, si elle est à l'endroit, à l'envers, où est éventuellement le point de faiblesse, comment se structure la physiologie de mon adversaire, son anatomie, pour pouvoir jouer sur ses articulations, pour pouvoir me dégager, pour pouvoir contre-attaquer. Ils sont très forts en lutte libre. Pour ça, il y a quelques années, j'avais fait un stage avec Kostya Shlakov, qui est un champion de lutte libre. Lorsque on est au contact, il sait précisément quels doigts sont dans son dos. Si je lève un index, il sait tout de suite que j'ai levé l'index droit ou gauche, parce qu'il a
vraiment travailler sur la sensorialité. Vous pouvez faire des petits exercices par deux comme ça, on le fait parfois en formation, ça fait marrer les gens. Je me mets derrière un candidat, je touche l'épaule droite, il doit déclencher à droite, je touche l'épaule gauche, il doit déclencher à gauche, je touche le pied droit, il doit déclencher à droite et ainsi de suite. Puis après je lui dis j'inverse, je touche l'épaule droite, tu dois déclencher à gauche. Ou je touche en haut, tu dois déclencher en bas. Et après je fais des petites combinaisons comme ça, juste pour voir comment il comprend le stimulus de départ, comment il l'analyse, et ensuite comment il va réadapter sa réponse pour pouvoir déclencher, et si possible devant s'il y a une cible, il faut qu'il vise en plus correctement. Donc là, on est sur des principes d'analyse rapide qui sont plutôt marrants, mais qui correspondent vachement bien à ces 4 phases purement physiologiques. Donc, la troisième phase d'approche, en fait, ça va être, j'ai dit la troisième, mais non, la deuxième déjà, parce que là on est sur le stimuli. Donc la deuxième phase d'approche, ça va être justement la phase d'analyse montante. C'est-à-dire que, ok, j'ai mon stimulus, par exemple, on m'a touché à l'épaule, qu'est-ce que je dois faire? On m'a donné un mouvement, ok, qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là? En self, on vient tout d'un coup me saisir, ok, on m'a saisi au col, qu'est-ce que je dois faire? J'ai compris que le bras a été, alors soit je l'ai ressenti, soit je l'ai vu, soit je l'ai entendu, j'ai compris un signal, qu'est-ce que je fais de ce signal-là? Cette deuxième phase-là, la phase d'analyse montante, elle repose sur les acquis. Un débutant, vous l'attrapez, vous dites « Ah, comment tu te dégages ?» S'il n'a pas appris à se dégager, il ne sait pas comment faire. Un débutant, vous lui montrez ça, s'il n'a pas appris que c'est un guidon barré, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il ne va pas vous répondre. Ça va uniquement reposer sur les acquis et le socle. Et donc ça, pour le coup, c'est important, parce que si vous le faites régulièrement, l'élève va se sentir un petit peu motivé à retenir ce qu'il fait. Parce que sinon, il va être spectateur permanent. Vous savez qu'il y a un biais qui s'appelle le biais du statu quo, où finalement, les élèves sont un peu sur des rails. Et alors c'est utilisé un peu en finance, c'est utilisé, alors j'ai plus le nom... le nom en tête des chercheurs, mais vous pourrez regarder, c'est utilisé en communication et c'est utilisé en sociologie. C'est un biais cognitif qui pousse les êtres humains à éviter de changer leurs habitudes. C'est-à-dire qu'ils sont sur des rails, si on a toujours fait comme ça, on ne va pas changer les choses qui ont toujours été faites de cette façon-là. Donc si moi je pratique toujours de cette façon-là, entre continuer dans cette voie-là et puis me mettre au boulot sérieusement, finalement, ou prendre des risques, sortir de ma zone de confort pour essayer de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, le corps va naturellement prendre le chemin le plus sécurisant pour lui, c'est-à-dire celui où il n'y a rien qui change. Mais c'est pas que lié aux arts martiaux, si vous voulez, c'est lié à la vie de manière générale. Souvent, les gens vont préférer être dans un travail qu'ils n'aiment pas, de peur de sortir de leur zone de confort pour essayer de trouver quelque chose de différent. C'est valable aussi pour la vie privée, c'est valable pour donc le sport et la vie martiale. À partir du moment où je sais que je peux réviser 2 scénarios de kata sans trop me pousser dans mes intergrades, pourquoi je m'emmerderais à bosser? Ouais, mais bon, à voir, est-ce que tu préfères le grade ou est-ce que tu préfères connaître ta discipline? La passion, généralement, c'est plutôt de connaître sa discipline, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Donc, en fait, cette phase montante, elle va dépendre du socle. Et ce socle-là, c'est à vous de le faire réviser régulièrement à vos élèves. Si vous leur donnez toujours la réponse, ils ont moins besoin de se souvenir des choses, ils ont moins besoin d'apprendre. Donc, ils restent, encore une fois, dans ce biais de statu quo. Le fait de passer en pédagogique constructivisme, c'est-à-dire d'aller questionner l'élève, de lui dire « Tiens, fais-moi quelque chose. Tiens, à quoi ça sert? Tiens, comment ça s'appelle? Tiens, mettez-vous en groupe. Je vous montre un mouvement. Donnez-moi des applications, mais qui viennent de vous, pas de moi. Moi, je ferai que de la pédagogie corrective. » Ça force l'élève à puiser dans ses ressources, à avoir sa petite valise, d'accord, son petit sac avec ses ressources. Eh bien, en fait, le fait de cultiver ça, ça va aider cette deuxième phase. Parce que lorsque l'élève a compris qu'il en a besoin, il va le garder actif. Et lorsque je montre un mouvement, c'est quoi? Ok, uchi, ok, soto, ok, mae. Donc ça va revenir un peu plus rapidement. Il y a certains élèves qui sont très forts pour ça, même des gamins. Vous leur montrez un mouvement, ils ont déjà vu des trucs, ils ont déjà ouvert des bouquins, ils ont été sur Internet, ils sont parfois très surprenants. Donc ça se cultive. Et ça se cultive aussi par l'apprentissage. Si vous ne leur apprenez pas, ils ne peuvent pas le savoir. Si lorsqu'ils sont attrapés, ils ne savent pas quoi faire, il faut déjà leur montrer, il faut déjà leur apprendre, il faut qu'ils le révisent. On l'a vu aussi dans cette espèce de grande grille que j'utilise sur le protocole de compréhension du stress et de gestion du stress, c'est qu'on a vu que c'est lié certes aux conséquences, mais le socle, il est hyper important. Il faut que l'élève puisse le savoir théoriquement, mais avoir une régularité suffisamment importante pour pouvoir le faire physiquement et pour pouvoir le refaire, et peut-être avec différentes personnes, que ce soit sur une saisie, mais que ce soit même sur une attaque toute simple. Être attaqué par quelqu'un de petit, de grand, de costaud, de fin, de léger, de puissant, ça change tout. Donc il faut
on va dire, diversifier les choses au maximum pour que les techniques soient répétées, faire de l'uchicomi à outrance pour que ça puisse être, lorsque je suis dans une situation où j'ai compris le stimulus, cette phase analytique, je l'ai à dispo parce que j'ai un socle qui est actif. Et une fois que j'ai compris ce qui se passe, à ce moment-là, on est dans la phase descendante, c'est-à-dire, ok, j'ai compris ce qui se passe, maintenant, que faire par rapport à ça? Et donc, que faire? Ça va dépendre de ce que moi, j'ai la possibilité de faire en fonction de mon positionnement. Donc, il y a aussi une analyse parallèle à comment je suis positionné, où sont mes masses, comment je peux faire mon transfert des masses, quelles sont mes distances, quels sont les membres disponibles, et les objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de moi. Est-ce que le professeur m'a demandé, ou est-ce qu'un jury de grade attend de moi que je vienne frapper dans une zone ou de manière plus ou moins précise, encore une fois, pour faire une liaison avec Rangeki de la semaine d'il y a 15 jours, ou est-ce que mon professeur m'a demandé d'amener au sol, ou de soumettre, ou de me sauver, et ainsi de suite. Donc, en fonction des objectifs, je dois trouver la réponse la plus adaptée. Donc comme là en l'occurrence, sur les petits stimulus sensoriels quand je touche l'épaule droite, une fois que j'ai compris le mouvement à faire, il faut que j'arrive à appliquer en fonction de l'objectif. C'est-à-dire, ah oui, mais on m'a demandé d'inverser les choses. Et donc là, on va passer dans la dernière phase. Une fois que la compréhension, pareil, ça repose sur un socle qui est quand même assez actif sur le fait de pouvoir donner, comme aux échecs, stratégiquement, la réponse la plus adaptée, ou celle qui est demandée, eh bien on passe à la phase purement physique, qui est, est-ce que je suis capable physiquement de délivrer le message, donc de pouvoir bloquer comme il faut et d'avoir déjà anticipé pour pouvoir contre-attaquer comme il faut, avec le membre le plus naturel, le plus à disposition pour frapper dans la zone la plus dangereuse, et ainsi de suite. Donc la phase 4 va beaucoup dépendre aussi de l'entraînement physique. Est-ce que j'ai une bonne mobilité du corps, une bonne souplesse, un bon cardio, un bon renforcement, et tout ça, ça se travaille aussi. Donc on voit que ces 4 phases en fait, d'étude du corps, elles correspondent vraiment bien à ce que doit représenter un cours d'art martial. On doit être autant dans le socle que dans l'analyse, que dans la répétition, et que dans la phase physique. C'est-à-dire que si on occulte le cardio, la course, le renfort et tout ça, je vais quand même avoir des difficultés pour être explosif. Je peux être très fort en analyse, et puis au dernier moment, être très lent ou très peu, on va dire, précis dans mon approche, parce que j'ai pas appris à faire ça, parce que j'ai pas appris à contrôler une jambe qui va monter, qui va s'arrêter pile poil. Donc ça se travaille. Donc vous voyez, ces 4 phases-là, elles vont être extrêmement importantes pour le pratiquant, elles sont liées, et ne pas réussir à contre-attaquer un adversaire, ça peut être uniquement lié à une de ces 4 phases-là qui dysfonctionne. Donc, que ce soit le professeur, que ce soit les tori, que ce soit les senpai, que ce soit le pratiquant, que ce soit vous qui soyez dans cette posture-là, il faut savoir analyser un petit peu ce qui pêche. Est-ce que j'ai pas suffisamment appris, est-ce que j'avais pas la réponse, est-ce que je suis pas suffisamment réactif, est-ce que j'ai pas bien compris? Au cas, si j'ai pas bien compris, c'est peut-être le stimulus de départ qui met encore qu'il faut que je travaille. Et donc ça va permettre un petit peu d'évoluer. Et pensez bien aussi qu'à haut niveau, on va automatiquement vous juger sur votre capacité à faire du sen-no-sen et surtout du sen-sen-no-sen, donc de l'anticipation d'action. On ne peut anticiper une action que lorsque l'on a, dans ces 4 phases, une rapidité d'exécution. Sur les 4 phases, on a une rapidité de compréhension du stimulus, d'analyse montante, descendante et d'exécution. C'est ce qui va permettre d'aller chercher justement la compréhension des hanches, de la structure de l'adversaire au moment où il va se déplacer pour pouvoir interagir le plus vite possible et passer en sen-sen-no-sen, donc en anticipation d'action. Il n'a même pas besoin de terminer son attaque que moi j'ai déjà fourni ma contre-attaque. Donc je suis déjà sur un Rangeki plus complexe, mais ça repose en fait sur ces phases d'analyse. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires, un petit peu comme il y a 15 jours, si vous utilisez ces 4 phases, si vous les avez quand même assez bien comprises, si ça vous aide à définir les points forts, les points faibles à la fois de votre pratique ou de celle de vos élèves en club, et si vous avez, vous, des exercices, des astuces spécifiques pour pouvoir améliorer ça, parce que ça peut être intéressant, surtout on est en été, on peut faire des petits stages d'été un petit peu partout, et on peut faire justement durant ces stages des cours spécifiques sur tel ou tel paramètre, ça peut être extrêmement intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau tuto. Je vous dis très bonnes vacances, portez-vous bien. Allez, ciao.